Un homme se tient là, sous le ciel agité du Burkina Faso. Personne ne pouvait imaginer qu'un simple murmure, porté par le vent, allait déclencher une série d'événements qui bouleverseraient le monde. Ce n'était pas une déclaration de guerre, mais quelque chose de plus subtil, de plus puissant. Que s'est-il passé exactement cette nuit-là pour qu'une nation, telle que le Burkina Faso, fasse trembler l'ordre mondial? Ibrahim Traoré a-t-il réellement changé le cours de l'histoire? Le monde ne sera plus jamais le même. Cette histoire n'est pas simplement celle d'un homme ou d'une nation, mais d'un moment décisif qui a redéfini ce que signifie la souveraineté et l'autonomie. Ibrahim Traoré, avec sa vision, a offert une promesse, un Burkina Faso capable de se défendre, de protéger son ciel et de remettre en question l'ordre établi. Pour les Africains, c'est la promesse d'une dignité retrouvée, d'une souveraineté enfin protégée. La véritable question est, si un petit pays peut accomplir cela, qu'est-ce que d'autres nations pourraient faire, elles aussi, pour réécrire leur histoire? Ce n'était pas la guerre qui a changé le cours des événements, mais un murmure silencieux qui a commencé dans les plaines du Burkina Faso. En seulement quelques jours, des milliers de personnes ont été témoins d'un phénomène étrange dans le ciel. Des drones de surveillance, mystérieusement, ont traversé l'espace aérien du pays sans aucune explication. Cette intrusion a marqué un tournant. En quelques semaines, les rapports de ces observations ont convergé vers une vérité inquiétante. Le Burkina Faso était sous surveillance constante. Au cœur du Sahel, une région souvent négligée, un changement silencieux s'opérait. Les militaires et les civils ont commencé à remarquer un phénomène étrange. Des signaux faibles, des lumières clignotantes dans le ciel. Au début, personne ne s'en souciait, croyant à une simple coïncidence. Mais à mesure que ces événements se répétaient, le doute s'est installé. Ce que beaucoup considéraient comme une superstition s'est avéré être une menace réelle. Dans les villages, les rumeurs ont commencé à se répandre. Des machines invisibles étaient là, observant chaque mouvement. Le gouvernement a été forcé de prendre ces rapports au sérieux. Ibrahim Traoré, un militaire aguerri, a compris immédiatement ce qui se passait. Il savait qu'il ne s'agissait pas d'un hasard. Avec ses alliés, il a lancé une enquête secrète et a découvert que ces drones n'étaient pas là pour observer, mais pour préparer une action plus grande. Ibrahim Traoré n'était pas un leader ordinaire. Né dans les plaines poussiéreuses du Burkina Faso, il avait grandi dans un pays marqué par l'instabilité, mais aussi par une profonde résilience. Cet homme calme, souvent discret, était loin des clichés du militaire autoritaire. Traoré avait compris que, pour un pays comme le sien, la véritable force réside dans la capacité à se défendre, mais aussi dans la capacité à voir ce que d'autres ignoraient. En tant que capitaine, il avait la vision d'un Burkina Faso fort, capable de se tenir droit face à l'extérieur, tout en respectant les principes de souveraineté. Lorsque les premières alertes ont été émises concernant les drones étrangers, Traoré a immédiatement vu l'ampleur du problème. Il savait que cela n'était pas un simple incident, mais un test de la souveraineté du pays. Alors qu'il ordonnait à ses équipes de collecter les données et de surveiller les intrus, il mesurait déjà l'impact de cette crise. En l'espace de quelques jours, les rapports sont devenus de plus en plus détaillés. Ces drones ne se contentaient pas d'observer. Ils cherchaient des informations stratégiques sur les infrastructures sensibles du pays. À ce moment, l'importance de la réponse du Burkina Faso devenait évidente. Il ne s'agissait pas simplement de défendre le ciel, mais d'envoyer un message clair au monde. L'impact immédiat de cette prise de conscience fut majeur. Les soldats et les civils se sont unis derrière Traoré. Et, pour la première fois, un sentiment de solidarité nationale s'est instauré. L'unité du peuple, plus que jamais, était essentielle. Le destin du pays semblait désormais entre ses mains. L'histoire du Burkina Faso prit un tournant décisif lorsque Ibrahim Traoré, après des semaines de surveillance,
comprit que le ciel au-dessus du pays n'était plus seulement un espace de liberté, mais un champ de bataille invisible. Les drones, au départ invisibles, avaient commencé à se déplacer avec une régularité inquiétante, traçant des trajectoires précises, toujours à la même heure, sur les mêmes zones sensibles. Ces machines, si furtives et discrètes, n'étaient plus un simple espionnage. Elles étaient l'avant-garde d'un processus plus vaste de contrôle. Le premier signal d'alarme sonna dans les couloirs du commandement militaire, lorsque Traoré reçut un rapport détaillant une nouvelle intrusion. Cette fois-ci plus audacieuse, plus près des installations militaires sensibles. Les données étaient claires. Les drones n'étaient pas des appareils commerciaux, mais des instruments de surveillance sophistiqués, capables de collecter des informations cruciales pour une future intervention. Traoré savait que chaque minute comptait. Il ne pouvait se permettre de rester passif face à cette agression subtile. Le président du Burkina Faso fut immédiatement informé de la situation, mais c'est Traoré qui prit les rênes de la réponse. En urgence, il ordonna une série de contre-mesures. Le pays, bien que limité par ses ressources, lança une mobilisation immédiate, non seulement militaire, mais aussi civile. Les ingénieurs locaux furent appelés pour analyser les signaux. Les radios militaires furent réajustées pour capter toutes les fréquences. Et les anciens radars, souvent jugés obsolètes, furent réactivés. À mesure que les jours passaient, le sentiment d'urgence augmentait. Les drones revenaient chaque nuit, de plus en plus proches des bases stratégiques. Les rapports indiquaient une concentration particulière autour des régions riches en ressources naturelles. Mais ce qui, à première vue, semblait être une menace géopolitique, se transforma rapidement en un test de résilience nationale. Les jeunes soldats, les ingénieurs, les agriculteurs, tous avaient un rôle à jouer dans ce combat invisible. Ce qui était au départ une simple intrusion devint une guerre d'usure. Ibrahim Traoré, en tant que stratège et leader, savait qu'il devait anticiper chaque mouvement, chaque variation. Il décida alors de coordonner les actions avec une précision militaire. Les équipements étaient rassemblés, les lignes de communication étaient renforcées et la surveillance aérienne était en place. Tout cela dans le but de prouver que le Burkina Faso pouvait se défendre seul, sans avoir recours à l'aide étrangère. Les premières confrontations furent subtiles, sans bruit. Un missile, lancé en réponse à une tentative d'intrusion, fit sa première victime, un drone capturé dans le ciel du Sahel. Ce fut une victoire silencieuse, mais une victoire tout de même. Le message était clair. Le Burkina Faso ne se laisserait pas faire, mais ce n'était que le début. Ce qui semblait être une simple bataille pour le contrôle de l'espace aérien allait se transformer en un affrontement de volonté, un combat pour la dignité et la souveraineté. Les preuves s'accumulaient à mesure que la surveillance se renforçait. Le gouvernement du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, avait rapidement mis en place un système de collecte de données sans précédent. Les radars réactivés et les équipements de surveillance locale avaient commencé à capter des informations cruciales. En seulement 3 semaines, le nombre de drones observés dans l'espace aérien burkinabé avait augmenté de 150%, une augmentation significative qui ne pouvait être ignorée. Voici ce que les rapports ont révélé. En moyenne, les drones survolaient le pays à une fréquence de 3 à 4 fois par semaine, principalement autour des zones frontalières du Sahel, où les ressources naturelles sont abondantes. Cette répétition indique une observation régulière et ciblée. Les drones volaient à des altitudes variant entre 10 000 et 15 000 pieds, juste au-dessus de la portée de détection des radars conventionnels. Cependant, grâce aux ajustements effectués par les ingénieurs burkinabés, les signaux étaient désormais captés avec une précision de 92%, soit une amélioration de 40% par rapport aux capacités initiales. En analysant les trajectoires, il est apparu que les drones se déplaçaient systématiquement au-dessus de sites miniers abandonnés, de stations militaires désaffectées et de réservoirs d'énergie. Cette constante répétition suggérait que les drones cherchaient à recueillir des informations sur ces zones spécifiques.
Les premiers chiffres étaient frappants. En l'espace d'un mois, les autorités burkinabées avaient intercepté et analysé plus de 30 communications radio venant des drones, chacune comportant des données géolocalisées. Ces transmissions avaient été cryptées, mais grâce à la coopération de spécialistes locaux, un décodage partiel a permis de récupérer des informations sensibles. Les données récupérées ont montré que les drones étaient équipés de technologies de surveillance militaire avancées, probablement d'origine occidentale. Une analyse plus approfondie des fréquences a révélé que certains drones communiquaient sur des bandes habituellement utilisées par des agences de renseignement étrangères. L'impact de ces découvertes fut immédiat. Il ne s'agissait pas seulement d'une intrusion, mais d'un espionnage organisé. L'ampleur de cette surveillance était bien plus importante que ce que le gouvernement du Burkina Faso avait imaginé. En comparant ces données avec les rapports d'autres nations de la région, une tendance émergente se dessina. Plusieurs pays africains faisaient face à des intrusions similaires. Le Burkina Faso devenait ainsi une cible dans un jeu de pouvoir plus vaste, où les ressources naturelles et la souveraineté étaient au cœur des enjeux géopolitiques. Traoré et ses collaborateurs comprirent rapidement qu'il ne suffisait pas de se défendre contre ces incursions. Il fallait prouver au monde que le Burkina Faso avait la capacité de se protéger, non seulement contre les menaces visibles, mais aussi contre celles qui se cachent derrière des technologies invisibles. En analysant les données des drones, Traoré put démontrer l'existence d'un réseau de surveillance sophistiqué, et le Burkina Faso devint une référence pour d'autres nations africaines souhaitant reprendre le contrôle de leur espace aérien. Dans cette confrontation avec les drones étrangers, deux arguments se dessinaient clairement. D'une part, certains estimaient que le Burkina Faso devait renforcer sa vigilance et ses capacités de défense, tout en préservant ses relations diplomatiques avec les puissances étrangères. Ils pensaient que la situation était une simple question de sécurité nationale, une tentative de protéger les ressources naturelles du pays, qui attire depuis longtemps l'attention des puissances étrangères. Il s'agissait donc d'une menace discrète, mais inévitable, et il était crucial de ne pas pousser trop loin le conflit, afin d'éviter une escalade militaire. D'autre part, Ibrahim Traoré et ses alliés soutenaient que cette surveillance étrangère n'était pas seulement une menace pour la sécurité nationale, mais aussi pour la souveraineté du pays. Ils arguaient que ces intrusions étaient une forme de domination technologique, imposée par des puissances extérieures, qui n'avaient aucune légitimité à interférer dans les affaires du Burkina Faso. Selon eux, cette situation représentait un affront direct à la dignité nationale, et la réponse ne devait pas se limiter à une défense passive. Traoré, avec sa vision claire de l'avenir du pays, estimait qu'il était impératif de non seulement défendre l'espace aérien, mais aussi de riposter de manière stratégique. Pour lui, il ne s'agissait pas uniquement de bloquer les drones, mais d'envoyer un message fort. Le Burkina Faso était capable de se défendre seul, sans l'aide de puissances extérieures. Les deux arguments se heurtaient, mais Traoré savait qu'il n'y avait pas de compromis. L'un de ses points de vue devait l'emporter. Et, malgré les réticences de certains membres du gouvernement qui pensaient qu'une action militaire directe risquait d'isoler le pays sur la scène internationale, Traoré choisit d'agir. Il comprenait que la souveraineté d'un pays ne pouvait pas être mise en péril par des menaces invisibles et silencieuses. La première attaque réussie contre un drone de surveillance étranger, une victoire silencieuse mais décisive, valida son approche. C'était la première étape vers une reconquête de l'espace aérien, mais aussi un acte symbolique montrant que le Burkina Faso pouvait réagir face à l'ingérence étrangère. Traoré, fort de cette première victoire, savait que la véritable bataille ne faisait que commencer. La bataille pour le ciel venait de commencer. Ce qu'Ibrahim Traoré ignorait, c'était que sa première victoire contre les drones ne serait que le début d'une confrontation bien plus complexe. La riposte du Burkina Faso, bien que saluée à l'intérieur du pays,
ne tarda pas à attirer l'attention internationale. Les grandes puissances occidentales, qui avaient jusque-là observé les événements avec un intérêt distant, commencèrent à manifester leur inquiétude. Les informations sur l'attaque contre les drones se propagèrent rapidement, déclenchant une série de réactions dans les capitales européennes et américaines. La pression montait. Traoré savait que le jeu venait de changer. Ce qui avait commencé comme un acte de défense nationale se transformait en un défi direct à l'ordre mondial établi. Les puissances occidentales, avec leurs capacités technologiques supérieures, commencèrent à se poser la question. Jusqu'où le Burkina Faso irait-il pour défendre sa souveraineté? Et plus encore, qu'est-ce que cela signifierait pour les autres nations africaines? Cette simple victoire contre un drone étranger avait des ramifications bien au-delà des frontières du pays. Les répercussions de l'attaque contre les drones étrangers furent immédiates et mondiales. Au Burkina Faso, la victoire contre les intrus a renforcé la position du gouvernement et consolidé le soutien populaire. Ibrahim Traoré, devenu le symbole d'une nation résolue à défendre sa souveraineté, ne se contenta pas de célébrer la victoire. Il savait que le pays venait de franchir une ligne invisible et que le monde observait. Alors que la situation à l'intérieur du Burkina Faso était un modèle de résilience, l'impact international fut plus complexe. Les puissances occidentales, principalement la France et les États-Unis, réagirent par la voie diplomatique, appelant à un retour à la stabilité dans la région. Les analystes internationaux s'interrogeaient sur la manière dont un pays si peu équipé militairement avait pu déjouer la surveillance des technologies avancées. L'attaque était perçue comme un défi à la domination technologique des puissances mondiales. En réponse, des sanctions économiques furent envisagées par certaines nations, mais, étrangement, ces sanctions restèrent au stade des discussions. Les entreprises internationales opérant au Burkina Faso, principalement dans les secteurs miniers et énergétiques, commencèrent à revoir leur stratégie. Nombre d'entre elles commencèrent à hésiter avant de signer de nouveaux contrats dans le pays, de peur que d'autres attaques similaires ne surviennent. Le climat d'incertitude et d'instabilité affecta également les investisseurs étrangers. Les multinationales, dépendantes de l'exploitation des ressources naturelles de la région, se retrouvaient à devoir réévaluer leurs relations avec le gouvernement burkinabé, d'autant plus que l'incident avait mis en lumière la vulnérabilité de leurs opérations. Les investisseurs africains, en revanche, commencèrent à voir le Burkina Faso sous un jour nouveau. Le pays, souvent perçu comme une terre d'opportunités non exploitées, venait de prouver qu'il pouvait se défendre tout en se projetant sur la scène mondiale. Les jeunes entrepreneurs, inspirés par le leadership de Traoré, lancèrent des initiatives locales visant à renforcer l'autosuffisance du pays. La scène économique nationale se transforma en un foyer d'innovation et d'ingéniosité. Les petites entreprises, se regroupant pour former des réseaux de défense, de surveillance et de soutien à l'exportation des produits locaux. Dans la région, les nations voisines du Sahel commencèrent à surveiller attentivement la situation. Le Burkina Faso, autrefois considéré comme un petit acteur, avait maintenant un rôle majeur dans la géopolitique africaine. Les gouvernements de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Niger commencèrent à établir des dialogues secrets avec le gouvernement de Traoré. Ils s'inquiétaient, certes, de l'impact d'une telle résilience sur leurs relations avec les puissances occidentales, mais ils voyaient également une opportunité. La solidarité régionale, renforcée par la situation du Burkina Faso, commença à se forger. En fin de poste, l'attaque contre les drones étrangers fut bien plus qu'une simple victoire militaire. Elle marqua le début d'une nouvelle ère de relations internationales pour l'Afrique, un tournant qui montra que, même dans la modestie, la souveraineté pouvait être défendue. Le Burkina Faso, fort de cette leçon, devint un exemple pour d'autres nations du continent, prouvant que la dignité et l'indépendance n'étaient pas des concepts abstraits, mais des réalités que tout pays pouvait atteindre, même face aux défis mondiaux. Dans les 6 à 12 mois suivant l'attaque contre les drones étrangers,
Plusieurs scénarios pourraient se dessiner pour le Burkina Faso, chacun ayant des conséquences profondes sur son avenir et celui de la région. D'abord, dans un premier scénario, le Burkina Faso maintient une position de défense forte, tout en continuant à naviguer prudemment entre les puissances mondiales. Le pays continue de renforcer ses capacités de surveillance et de défense, mais sans provoquer de nouvelles confrontations directes. Le soutien interne reste solide, et l'économie continue de croître grâce à des initiatives locales d'autosuffisance. À l'échelle régionale, les voisins du Burkina Faso commencent à se rapprocher davantage du pays, partageant des informations de sécurité et renforçant des accords commerciaux locaux. Cependant, les pressions diplomatiques et les sanctions économiques restent une menace constante, bien que leur impact ne soit pas aussi grave que prévu. Ce scénario met en évidence une Afrique en quête de souveraineté, mais encore dépendante des relations extérieures pour sa stabilité. Ensuite, dans un second scénario, plus optimiste, l'impact de la riposte du Burkina Faso est largement positif. La nation devient un symbole de résilience, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. L'exemple de Traoré inspire d'autres pays du Sahel et d'Afrique subsaharienne, qui commencent à renforcer leurs propres capacités de défense. Le Burkina Faso, en devenant un modèle de souveraineté, attire des investissements étrangers intéressés par sa stabilité croissante et son indépendance. L'initiative économique locale et régionale se renforce et des accords de coopération sont signés avec des pays voisins. Les sanctions économiques sont levées au fur et à mesure que les relations internationales s'améliorent et le Burkina Faso devient une référence en matière de défense de la souveraineté, initiant un mouvement régional vers plus d'autosuffisance. Enfin, dans un troisième scénario, plus pessimiste, les tensions internationales escaladent. Malgré ses victoires militaires, le Burkina Faso se trouve isolé diplomatiquement. Les sanctions économiques s'intensifient et le pays est confronté à des difficultés économiques majeures. La communauté internationale, dirigée par des puissances occidentales, tente d'imposer des pressions économiques pour forcer le pays à revenir à une position plus conciliatrice. À l'intérieur du pays, la population commence à ressentir les effets de ces sanctions, avec une inflation élevée, une augmentation du chômage et une instabilité politique croissante. Le gouvernement, bien qu'appuyé par de nombreux secteurs internes, peine à maintenir l'unité nationale face à une pression croissante. Les pays voisins, bien que solidaires au début, commencent à s'éloigner à mesure que les pressions diplomatiques mondiales augmentent de tente, et certains tentent de renforcer leurs relations avec les grandes puissances pour éviter d'être entraînés dans le conflit. À travers cette histoire de résilience et de souveraineté, une question reste dans l'air. Pourquoi un petit pays comme le Burkina Faso, avec des ressources limitées, a-t-il pu défier l'ordre mondial établi ? La réponse réside dans la détermination d'un peuple et dans l'audace d'un homme, Ibrahim Traoré, qui a su voir au-delà des défis immédiats. Mais au fond, cela soulève une question encore plus grande. Quels autres pays du continent africain pourraient suivre cet exemple ? L'impact de cette décision ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. Dans chaque village, chaque communauté, la fierté nationale s'est ravivée. Les jeunes soldats, les ingénieurs, les civils, tous se sont sentis investis d'une mission commune. Cela montre que la véritable force d'une nation ne réside pas uniquement dans ses armées ou ses ressources, mais dans son unité et sa capacité à défendre ses principes fondamentaux. Pour les citoyens de tout le continent africain, l'histoire de Traoré est un modèle de courage. Et pour vous, l'histoire de cette nation qui a défié les puissances mondiales peut-elle changer la perception que nous avons de l'Afrique ? N'est-il pas temps de repenser la place des nations africaines dans le monde et de voir qu'elles peuvent elles aussi se défendre non seulement contre les menaces extérieures, mais aussi contre les idées préconçues, les qui ont longtemps dominé. Alors, où se trouve votre place dans cette dynamique ? Qu'est-ce que vous, en tant qu'individu ou membre d'une communauté, pouvez faire pour défendre vos valeurs et votre souveraineté à votre échelle ? Ibrahim Traoré a prouvé qu'il ne suffisait pas simplement de se défendre,
mais qu'il fallait également construire une réponse durable à long terme face aux menaces extérieures. Le Burkina Faso, après avoir repoussé l'intrusion des drones étrangers, s'est engagé dans un processus de renforcement de ses capacités de défense, tout en réorientant sa politique économique et géopolitique pour renforcer sa souveraineté. Mais comment ce modèle peut-il être appliqué à d'autres nations africaines? Et quelle est la clé pour réussir? D'abord, il faut renforcer les infrastructures de défense. Cela inclut l'amélioration de la surveillance aérienne, des systèmes radars et des technologies locales. Le Burkina Faso a démontré que même avec des ressources limitées, des solutions innovantes peuvent être mises en place. Les pays voisins peuvent créer des alliances stratégiques pour partager des technologies et des informations, tout en renforçant les compétences locales. Ensuite, il est crucial de promouvoir l'autosuffisance économique. La dépendance économique vis-à-vis des puissances étrangères expose les nations africaines à des risques. Le Burkina Faso a montré que l'autosuffisance peut être la clé pour éviter cette vulnérabilité. Il est important d'investir dans les industries locales, de favoriser l'innovation et d'encourager les entreprises nationales à jouer un rôle clé dans la défense et l'autonomie du pays. Il faut également créer des alliances régionales solides. Les pays africains doivent donc se soutenir mutuellement. Une coopération renforcée entre les nations du Sahel et d'autres régions pourrait permettre de créer un front uni face à toute menace extérieure. La solidarité régionale est essentielle pour développer des solutions communes, renforcer la sécurité collective et éviter l'isolement. Enfin, il est essentiel de renforcer l'éducation et la formation. Pour que cette vision de la souveraineté et de l'autonomie perdure, il faut former les jeunes générations dans des domaines clés, notamment les sciences, les technologies et la défense. Cela permettrait aux pays africains de se préparer à toute forme de pression extérieure, tout en développant des compétences locales pour soutenir leur croissance économique et sécuritaire. Ibrahim Traoré n'a pas seulement défié une puissance étrangère ou protégé son pays, il a redonné au peuple burkinabé la dignité qu'on leur avait longtemps refusée. Cette victoire contre les drones étrangers ne se résume pas à un simple acte militaire. Elle représente un acte de résistance, de fierté et d'affirmation de soi. Traoré a montré qu'il ne suffisait pas d'être fort dans la bataille, mais qu'il fallait aussi être stratégique, calme et résolu. Il a non seulement défendu un ciel, mais aussi un principe fondamental, la souveraineté d'une nation, indépendamment de sa taille ou de ses ressources. Aujourd'hui, alors que le vent du Sahel souffle sur le Burkina Faso, les habitants de Ouagadougou se souviennent de cette nuit où le ciel a été défendu. Les enfants pointent du doigt l'image d'Ibrahim Traoré sur les murs peints, et les adultes, avec un regard fier, leur racontent comment, sous son leadership, ils ont retrouvé leur place dans le monde. Le ciel de leur nation, autrefois vulnérable et surveillé, est désormais leur propre domaine. Cette histoire n'est pas qu'une simple victoire militaire. C'est le symbole d'une nation qui a choisi de regarder en arrière, de se lever et de protéger ce qui lui appartient. Le Burkina Faso a prouvé qu'une nation, peu importe sa taille, peut se tenir droite face à l'adversité. Le Burkina Faso, à travers l'histoire d'Ibrahim Traoré, a montré au monde entier que la véritable force réside dans la conviction, l'unité et le respect de ses principes. Mais cette histoire ne se termine pas ici. Elle est une invitation à réfléchir sur notre propre rôle dans la défense de ce qui nous appartient, à la fois au niveau personnel, communautaire et national. L'exemple du Burkina Faso nous montre qu'il est possible de résister, de se relever et de changer le cours de l'histoire, même face à des adversités apparemment insurmontables. Et vous, que feriez-vous si vous étiez confronté à un défi similaire ? Comment défendrez-vous vos valeurs, votre souveraineté et vos principes face à l'influence extérieure ? Le Burkina Faso n'a pas seulement changé son avenir, il a inspiré un monde entier à ne jamais renoncer à sa dignité. Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous
et engageons la conversation sur ce que signifie véritablement défendre notre indépendance. À vous de jouer